Bienvenue dans ton Yann et Frank. Ben oui, j'étais habillé comme hier. C'est la deuxième partie avec le prof Caron. On démarre le show à l'instant. Yes, écoute, Jean-François, on poursuit l'analyse du livre. Même avec tout ce qu'on peut en dire, ça n'empêche pas les gens de se le procurer et de le lire. Il y a beaucoup plus là-dedans que ce qu'on pourra en dire pendant le temps qu'on va encore en Même, discuter pendant 2 podcasts. Même, même les notes de même les notes de bas de page valent la peine d'être lues. Ça, c'est la première fois que je vois ça. ouais, c'est ça. Euh, on s'en était parlé, moi et Yann, pendant un bout. Même, c'est pas un gros scoop que je peux dire. On a pensé pendant un certain temps écrire un genre de livre de réflexion sur la pandémie. On avait commencé cette idée-là, on avait des textes décrits, mais on l'a fait probablement trop tôt. C'était pas encore terminé. On était comme en fin 2021 ou quelque chose comme ça. Il y avait tellement d'affaires qui se sont passées après ça. Il y a eu le convoi, il y a eu le passeport vaccinal n'était même pas arrivé encore quand on a commencé à jongler avec cette idée-là. Et depuis, il y a une tentation chez les Québécois qui est très puissante, là. Oublié. On le voit Mhm. non seulement oublier, mais faire comme si ce n'était jamais arrivé. Ouais. Ouais. Et avec la petite phrase qui revient souvent, vous parlez encore de ça. Ouais. Vous êtes encore là-dessus. Et tu te dis, ben, à un moment donné, je ne sais pas s'il arrive un drame familial dans votre famille, vous êtes censé un jour faire le point un peu là-dessus, puis dire, OK, mon oncle un tel, il avait kidnappé elle, puis tu sais, la police est venue, puis tu n'es pas supposé faire comme si c'était jamais arrivé. Mais nous, on a vécu cet épisode-là et le désir profond qu'a une bonne partie de la population, pour ne pas dire la majorité, c'est d'enfouir ça comme si c'était jamais arrivé et d'oublier tout ce qu'ils ont pu dire les uns sur les autres. Vous devriez les envoyer dans des villes minières désaffectées. Si quelqu'un dans votre famille est comme ci ou comme ça, ne lui parlez tout simplement plus. Tous les sparages complètement ridicules avec les masques, les filtres à café dans le visage à la télévision. Et, tu sais, et honnêtement, j'ai lu quelques trucs qui ont été publiés là-dessus. Il y a Normand Mousseau qui a écrit sur la pandémie. Il y a Jérôme Blanchet-Gravel qui a publié un genre de livre collectif, mais qui n'est pas du tout le même genre d'exercice que ce que toi tu fais. C'est plutôt des textes récapitulatifs écrits du point de vue de plusieurs personnes, mais qui ont toute leur utilité, mais nous rappellent plus des choses qu'on sait déjà, dans le sens, rappelez-vous, quand on lavait nos boîtes de céréales et nos cannes de... Mais tu sais, c'est bon pour les gens qui ont la mémoire courte, mais toi, ce que tu as fait, à mon avis, c'est le seul document que j'ai vu qui est vraiment une réflexion sur qu'est-ce qui a poussé les gens à accepter ce qui, de notre point de vue, est inacceptable. En fait, rajoute probablement aussi Samuel Fitoussi avec l'Institut Sapiens. Bon, je parlais dans le Qui monde était dans le même québécois. genre. Tu as raison, là, effectivement. Je pourrais inclure Samuel là-dedans, mais mettons dans le monde, dans la société québécoise, Une et ses réflexion intervenants, profonde. c'est la seule. C'est la seule. Et tu dis dans le livre, à un moment donné, à la page 89, cette pandémie a contribué à montrer ce que j'ai décrit précédemment, à savoir la nécessité pour un État hobbesien de s'assurer que toute mesure liberticide ne sera pas combattue par son peuple, mais au contraire accueillie par lui à bras ouverts. Lorsque c'est le cas, un esprit d'équilibre qui prend en compte la nécessité d'agir pour faire face à un défi spécifique d'une manière qui sera le moins préjudiciable possible à la liberté individuelle des gens ne peut tout simplement pas exister. Les pouvoirs irrationnels de la peur prévaudront simplement sur toute autre considération et rien n'empêchera l'État d'imposer des mesures inutilement nuisibles à des gens qui, loin de les critiquer, feront plutôt le choix de les adopter. Et là, tu rappelles plein de sondages qui montrent que le gouvernement a littéralement fait ce que les gens demandaient, là. Et tu sais, on dit souvent, il y a une chose qui est pire que la censure, c'est l'autocensure. Ben là, j'ai envie de paraphraser ça et dire, il y a une chose qui est pire que les mesures liberticides, c'est les gens qui les demandent.
Et tu le décris très clairement dans le livre. Là. Les gens, là, ce qu'ils ont fait, ils ont pris une paire de menottes, ils les ont données au gouvernement, puis ils ont dit, s'il vous plaît, attachez-moi, restreignez ma liberté, je vous le demande, je l'exige. Puis il y a des gens qui seraient allés encore plus loin que les mesures qui ont été mises en place, là. Totalement. Puis encore une fois, comme je disais hier dans la première partie, c'est parce que les gens ont complètement changé, ont évolué en matière de conception de la vie. Ils se préoccupent plus du tout de leur liberté individuelle. Tout ce qui compte, c'est rester en vie le plus longtemps possible. Puis si on l'a vu aussi, dans le cas québécois, ça a amené des gens à snitcher, à faire de la délation. Le voisin, il est en train de violer le couvre-feu. Il est 5 minutes de. Le couvre-feu commence à 8 heures, il dort à 8h04, 8h05. On appelle la police. Il y a des gens qui font un party de Noël avec 5-6 personnes plutôt que le maximum permis de 4. Là. Donc, on appelle la police. Puis on voit des images qui circulent encore aujourd'hui de policiers qui défoncent les portes pour aller donner des contraventions à des individus qui avaient brisé la norme, qui avaient brisé la règle en place. Et ça, c'est plate à dire, mais les gens sont devenus les architectes de leur propre oppression. Et puis ils en redemandent constamment. Puis je peux faire un parallèle avec la société au Kazakhstan, où je vis depuis presque 8-9 ans déjà. Il y a 30 ans, là, les Kazakhs, ils vivaient sous l'oppression soviétique. C'est un régime communiste où il n'y avait pas de liberté individuelle. Là. Donc, dans les premières semaines de la pandémie, comme partout ailleurs dans le monde, le gouvernement a mis en place un confinement, des mesures de restriction des libertés individuelles pour empêcher la propagation du virus. Parce qu'à l'époque, souvenez-vous aussi, on n'en savait pas trop sur la nature de ce virus-là. Ça venait de Chine, puis déjà, bon, c'est la Chine qui refuse de collaborer avec l'Organisation mondiale de la santé. On voit des images un peu perturbantes du fameux médecin qui avait sonné l'alarme, un type âgé dans la trentaine qui prend un selfie sur son lit d'hôpital en sueur, avec branché un peu de partout, qui est en train de mourir et qui est effectivement mort du virus. Donc, il y a quelque chose de vraiment effrayant. Et puis, donc, toutes les sociétés, en mars 2020, ont mis en place des mesures de confinement très strictes. Mais ici, au Kazakhstan, les gens, ils ne respectaient pas ces mesures-là. Les gens continuaient à sortir de chez eux, à se rassembler les fins de semaine en famille. Et c'est un peu, moi, je voyais un peu ce qui se passait au Québec, puis je voyais le gap entre nos deux sociétés. Puis je posais la question aux individus, je leur disais, mais vous n'avez pas peur de mourir, d'attraper le virus, de vous contaminer réciproquement? Puis les gens, plusieurs personnes m'ont fait cette réflexion-là. Ils disent, c'est pas demain la veille que le gouvernement va venir restreindre à nouveau nos libertés individuelles. Parce que nous, nos parents, nos grands-parents se souviennent encore de ce qu'ils ont vécu à l'époque soviétique. Puis nous, c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'on ne retourne pas en arrière. On a acquis nos libertés individuelles avec la fin de la guerre froide au cours des 30 dernières années, puis on entend les préserver autant que possible. Et ça, si ça implique de ne pas respecter les normes imposées par l'État, so be it, on ne les respectera pas parce que nous, on juge pour des raisons X ou Y que les mesures imposées sont exagérées. Et puis, si au final, on commence à avoir peur de vivre à cause d'un petit virus, vaut mieux mourir tout simplement. Là, parce que... Ça soulève une réflexion que j'ai, maintenant que tu en parles, qui est un grand non-dit au Québec. Les communautés ethniques suivaient beaucoup moins les mesures que les Québécois de souche. Ça, il ne fallait pas le dire. Chut, dites-le pas. Mais la réalité des communautés ethniques, c'est justement, il y a plusieurs de ces gens-là qui ont quitté des régimes oppresseurs pour venir s'installer dans une terre de liberté, veux pas. On pense, par exemple, aussi aux États-Unis que la Floride a été un des premiers États rebelles, mais il ne faut pas oublier que la Floride a son lot de Cubains à l'intérieur également. Est-ce que c'est pas un peu un rempart naturel, ces communautés ethniques-là, qui ont une mémoire plus fraîche de l'oppression autoritaire de leur côté? Oui, ben écoutez, ils sont là pour nous rappeler que la liberté, ça a une valeur, que ça peut être enlevé très, très rapidement. Il y a d'autres raisons aussi. Par exemple, l'aspect religieux aussi. Ben, c'est l'aspect culturel. Ici au Kazakhstan, c'était la deuxième raison qui était invoquée par les gens, c'est que les liens familiaux sont extrêmement forts
Et lorsque vous recevez une invitation d'un membre de la famille, vous ne pouvez pas refuser, vous devez vous y rendre. Et c'est tout à fait normal. C'est une société encore qui a un héritage tribal assez fort. Donc, les week-ends, c'est très commun que vous allez avoir dans un petit appartement, un 4,5, deux douzaines de personnes massées autour de la même table à partager le même repas, là. Pour eux, c'est naturel, c'est normal, c'est un mode de vie. Donc, le fait que le gouvernement leur disait « Restez chez vous, arrêtez de voir les membres de votre famille », ça, c'est aussi culturellement, c'est le second aspect pour lequel les gens n'étaient pas capables de se soumettre à la règle de l'État. Puis pour beaucoup de communautés ethniques au Canada, j'imagine aussi que ça joue un rôle extrêmement important. Mais pour beaucoup de ces membres-là, comme Yann l'a dit, oui, ils viennent de sociétés qui étaient oppressives, où ils ont en mémoire, c'est très frais à leur mémoire, que lorsqu'on commence à enlever une petite part de notre liberté, ça devient très rapidement une pente glissante. Et puis, lorsque le gouvernement commence à prendre un doigt, il va prendre un deuxième doigt, il va finir par prendre la main, puis à prendre le bras au complet, là. Donc, dans cette perspective-là, oui, les communautés ethniques au Canada ont pu permettre à certaines personnes de réaliser qu'il y avait un shift, une tendance qui était problématique, qui était en train de se mettre en place. Une chose que j'ai appréciée beaucoup au début de ton livre, c'est que tu nous rappelles, dans le fond, que l'oppression ou les atteintes à la liberté, c'est pas toujours la caricature grossière des goulags qu'on s'imagine. Dans le sens que les pertes de liberté s'effectuent souvent en lien avec le travail. Donc, les gens ont peur de perdre leur job, donc vont se conformer à des règles complètement ridicules pour ne pas être ostracisés par les membres. En fait, la peur de l'ostracisation est profondément inculquée à l'intérieur de nos cerveaux. Puis tu as mis énormément d'emphase là-dessus. Donc, autrement dit, les gens n'avaient pas nécessairement peur de mourir quand ils défiaient l'autorité. Ils avaient peur d'être ostracisés. Ouais, Et ça, exactement. Puis ça, tu t'expliquais quand même en détail que c'est un sentiment qui était très puissant pour contrôler les peuples. Puis c'est même les nouveaux régimes autoritaires ont cette tendance-là à ne plus nécessairement tuer leurs opposants, mais installer des systèmes comme ça qui vont ostraciser les gens qui sont rebelles un peu. Oui, c'est ça, la caricature qu'on se fait d'un État autoritaire. Peut-être des gens se disent « Oh mon Dieu, j'habite au Kazakhstan, puis il doit y avoir la police stationnée devant sa maison avec des micros, puis ils sont en train d'essayer de savoir ce qu'il est en train de dire. » C'est pas ça du tout, c'est une caricature très habile qui permet aussi de ne pas voir ce qui est en train de se dessiner dans les sociétés occidentales. La meilleure façon, ici, le gouvernement, pour acheter la paix sociale, garantit la liberté des gens, parce que c'est ce que les gens souhaitent d'abord et avant tout. Donc, les gens sont en mesure d'avoir un bon salaire, d'avoir un bon travail, ils peuvent s'acheter un appartement, une maison, ils ont une belle voiture. Les gens peuvent partir en vacances une fois par année, s'ils sont chanceux 2 fois par année dans des beaux endroits. Les gens vivent bien, ils ont le sentiment d'être libres. Et puis, le gouvernement sait très bien que s'il commence à toucher à cette liberté-là, les gens vont se rébeller, puis ça peut mener à un changement de régime, à un effondrement du régime. Donc, c'est pour ça que ça a été très paradoxal pendant les 2 années et demie de la pandémie. Moi, j'ai bénéficié de beaucoup plus de liberté individuelle que vous au Québec. Il n'y avait pas de passeport vaccinal. La vaccination n'était pas obligatoire, n'était pas nécessairement... C'était encouragé d'une certaine façon, mais à peine la moitié de la population... Il n'y avait pas de chantage, là. Non, à peine la moitié de la population s'est fait vacciner avec des vaccins, le vaccin russe ou le vaccin chinois les plus fiables de la gang. Les plus fiables de la gang, c'est ça. Puis voilà, donc c'est comme ça qu'un régime autoritaire va dealer avec sa population. Puis lorsque un régime autoritaire veut faire comprendre à une personne, là, tu es en train d'aller un petit peu trop loin, tu es en train de franchir une ligne rouge, la personne ne sera pas arrêtée, là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils délibérément, ils vont envoyer une personne, tu sais, un flic, là, avec la moustache et les bas blancs, là, ils vont faire en sorte là, que cette personne-là va vous suivre, mais ça va être clair, net et précis. Vous allez savoir que vous êtes suivi par cette personne-là. Vous allez le réaliser. Lorsque vous faites un appel avec votre cellulaire, vous allez avoir un étrange retour de son. Vous allez entendre une troisième personne murmurer. Tout ça, c'est fait délibérément. Puis l'immense majorité des personnes, lorsqu'ils vont réaliser ça, ils vont arrêter là, de s'impliquer dans ça, dans quoi ils sont impliqués, ce qui est jugé question piège. Pour ça t'est-tu déjà arrivé, Jean-François? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé.
On te le souhaite pas non plus. Non. Si ça m'était arrivé, je ne serais plus ici. Moi, je pourrais pas accepter de vivre dans un environnement où je me sens sous surveillance, où j'ai l'impression que je pourrais être arrêté à n'importe quel moment. Moi, je suis chanceux, c'est à mon université, on a une liberté académique totale, on a une charte indépendante qui nous permet d'étudier ce qu'on veut étudier, d'enseigner ce qu'on veut enseigner, puis on n'a jamais subi d'interférence de la part de l'État. Mais c'est un paradoxe qui est puissant, pareil. Je veux dire, tu es effectivement dans un État autoritaire, mais malgré tout, sur ton campus, c'est liberté totale de la manière dont tu nous en parles. Même dans la ville. Ma femme est kazakh. La fin de semaine, on a des membres de sa famille qui viennent chez nous. On va chez des membres de la famille, des grands rassemblements. Puis, c'est un autre mode de vie. Et puis les gens critiquent le gouvernement, les gens critiquent le président, les décisions qui sont mises en place. Il n'y a personne qui est arrêté, là. Parce que c'est des critiques qui sont sans conséquence. C'est sûr, si vous vous engagez politiquement, vous développez un parti politique, vous essayez de vous présenter aux élections. Là, c'est fini. Mais vous ne serez pas arrêté, vous ne serez pas envoyé au goulag ou vous suiciderez pas avec 2 balles dans la tête. Vous allez avoir un retour de son sur votre téléphone. Vous allez vous rendre compte que vous êtes suivi. Puis les gens vont arrêter leur engagement politique. Là. 99% des gens vont comprendre le message, ils vont arrêter leur engagement. Non, pas besoin de faire des faux interrogatoires comme dans le temps de l'Union soviétique. Puis peu importe ce que tu réponds, tu vas aller. C'est ça. Peu importe ce que tu réponds, tu vas aller pelleter de la neige en Sibérie. Là, les régimes autoritaires se sont quand même, c'est plate de dire ça, mais se sont raffinés au fil du temps. Là. Oui. C'est plus. C'est pas besoin d'avoir un gars habillé en militaire qui fait des discours pendant 8 heures de temps à la télé comme Fidel Castro pour qu'on comprenne que c'est un régime autoritaire. Mais vous avez des exceptions, évidemment. La Corée du Nord, le Turkménistan, là, c'est des cas un petit peu plus extrêmes. Mais ce que je vous dis ici, vous allez subir des pressions subtiles comme ça. Le retour de son, vous savez, vous allez être suivi. Dans les sociétés occidentales, pour contrôler les gens, comme Yann le disait, c'est le travail. Si vous ne vous soumettez pas, si vous ne vous faites pas vacciner, si vous n'acceptez pas telle règle ou telle règle, congédiez. Ça a été le cas pendant la pandémie. Si vous ne vous faites pas vacciner, vous allez congédier, votre contrat de travail est résilié. Mais ça, c'est une forme de contrôle comme on retrouve dans les sociétés. L'utilisation des ordres professionnels. Exactement. L'utilisation des ordres professionnels, l'utilisation des subventions. Là. Vous avez un petit média local dans un coin reculé du Québec qui dépend de 20-30 000 qui vont rentrer le prochain mois. On t'explique que ça se pourrait qu'on perde ton dossier si tu continues de recevoir tel commentateur ou tel chef de parti politique qui pourrait venir dire des choses contre le gouvernement. Ça s'est fait, ça. Puis ça, lorsque vous comparez ces mesures-là avec le retour de son, puis le policier obvious qui vous suit dans la rue, c'est pas mal le même type de pression. Là. C'est juste moins épeurant un peu. Là. C'est un peu moins épeurant, mais le message est aussi clair. Le message est aussi clair. Si vous êtes le moindrement wise, vous allez comprendre, si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, il va y avoir des conséquences sur ma liberté. Donc, je vais garder ça pour moi. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont la caricature de l'État autoritaire où il y a le goulag puis les policiers à tous les coins de rue, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Et lorsqu'on voit l'évolution, surtout pendant la pandémie, de ce qui s'est passé dans les sociétés occidentales, moi, je trouve, pour avoir vécu ici pendant presque 10 ans, je trouve qu'il y a énormément de parallèles en termes de pression que l'État est en mesure d'imposer sur les gens pour les forcer à agir d'une façon particulière. Puis ça, cette façon particulière, c'est évidemment des mesures qui sont liberticides. Je suis obligé de te dire que le wokisme s'en va dans cette direction-là, Jeff, aussi. La pression sociale à l'intérieur des grandes corporations est impressionnante. Et je peux te confirmer que quand tu te lèves puis tu dis vos Christy de niaiseries, de terre non cédée, puis d'affaires LGBTQ, je ne veux plus en entendre parler, tu passes dans le bureau présentement dans les grandes corporations québécoises et canadiennes. Oui, tu t'envoies directement au goulag. En prenant position contre ces choses-là, ton avenir professionnel est grandement hypothéqué. Et puis j'avais discuté avec mon assistant dans un de mes cours cette session-ci qui est en train de terminer son doc, qui pense faire un post-doc dans la prochaine année. Puis il me disait, moi, je voulais aller à Vancouver, à UBC, parce qu'il y a un chercheur très reconnu dans son domaine avec lequel il voudrait travailler. Puis il me dit, mais tu sais, je suis en train de voir. Puis lui, il travaille sur l'humour en politique. Donc, inévitablement, il analyse pourquoi certaines sociétés
un humour raciste ou sexiste peut être mieux accepté que dans d'autres sociétés. Donc, lui, ça implique son travail, c'est de rapporter des blagues sexistes, racistes, puis faire un travail de comparaison entre les sociétés pour voir de quelle façon ces blagues-là sont acceptées par la population. Puis, honnêtement, je suis en train de voir ce qui se passe au Canada sur les campus universitaires, puis je suis en train de remettre en question l'idée de faire mon postdoc au Canada parce que, inévitablement, je sais que je vais froisser des gens. Alors qu'on s'entend, ce n'est pas délibéré, c'est dans un processus scientifique comparatif. Puis malheureusement, il y a des personnes, il y a des individus qui vont être incapables de comprendre que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas ce qu'il pense lui personnellement, c'est un travail scientifique. Il dit, je sais très bien qu'en l'espace de quelques semaines, je vais me mettre dans le trouble. Mon postdoc va être résilié, on va me demander de rentrer chez moi. Donc, je pense que je vais aller faire mon postdoc ailleurs ou je vais rester ici. Tu sais, ça, c'est l'autre aspect aussi, là, le wokisme. Vous en rendez compte, les impacts que ça a, mais c'est les gens aussi dans d'autres sociétés se rendent compte des impacts. D'ailleurs, regarde ça. C'est turn-off, là. Le Canada est devenu une société très turn-off à cet égard-là. Oui, absolument. Écoute, tu parlais un petit peu plus tôt tu disais, quand tu parlais tu te fais suivre, il y a l'appel téléphonique, tout ça. Tu disais, le gouvernement sait que s'il va trop loin, ça pourrait causer une révolte ou de la désobéissance civile, tout ça. Pendant la pandémie, une des réflexions que j'avais souvent, c'est que je me disais, jusqu'où on peut aller? Et pendant un certain temps, je vais être franc, j'ai eu un peu peur, là. La fois où j'ai eu le plus peur, c'est quand il y a eu ce sondage-là, je ne me rappelle plus de la maison de sondage, qui nous a révélé qu'un ou deux Canadiens sur 5 envisageaient la possibilité de mettre des gens non vaccinés dans des camps. Ouais. Des genres de prison, là, de les mettre en prison, grosso modo, ou dans des genres de camps d'internement, tout ça. Ça, je me rappelle, ça m'avait fait peur. Mais j'ai senti aussi, ça c'est le moment plus positif, rétrospectivement, j'ai senti que la vision plus lockéenne dont tu parles, qui s'est comme éteint pour faire place à l'autre vision qui est celle de Hobbes, elle était encore enfouie très profondément et si le gouvernement manœuvrait mal, il pouvait la réveiller. Et ça, c'est arrivé à quelques reprises. La première fois, moi, que je l'ai noté, c'est quand ils ont essayé de mettre des couvre-feux aux sans-abri. Là, on a senti qu'il y a une chaîne qui a comme débarqué pour plusieurs. Là, ça a été le premier réveil, moi, j'ai noté, de gens qui ont fait attendez, là, il se passe quelque chose ici, le gouvernement est en train de délirer. Là. On va donner des contraventions à des gens qui n'ont pas de travail, qui sont des sans-abri parce qu'ils ne sont pas où? Chez eux, ils n'ont pas de chez eux. Là, il y a des gens qui ont comme tilté. Et l'autre fois où il y a eu un bris total, c'est lorsqu'ils ont commencé à dire on va faire payer des taxes aux gens qui... Ça a été la fin. Ça a été le moment où... Parce que ça c'est venu comme briser un contrat moral de la société spécifique un peu à la société québécoise canadienne où même si vous êtes obèse, vous ne faites pas d'activité, vous fumez, tout ça, tout le monde est soigné. Il y a pas de... Ils sont venus jouer dans une composante... C'était identitaire. Identitaire et égalitariste de la société qui a fait que beaucoup de gens ont pété une chaîne à ce moment-là. Et ce que je ne sais pas si tu vois un peu la même chose que moi là-dessus. Il y a une ligne qui est difficile à saisir, mais ils ne peuvent pas aller l'autre bord de cette ligne-là. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Ces quelques exemples-là, il y en a d'autres qu'on pourrait sûrement sortir, là. Mais ces exemples-là ont montré qu'au fond du Québécois qui dort, il restait comme quelque chose et va pas plus loin que cette ligne-là parce que tu vas le réveiller. Oui, bien, est-ce que les gens seraient prêts à descendre dans la rue puis à prendre les armes puis à s'opposer vraiment de façon frontale avec l'État si l'État en venait à prendre ces mesures-là? C'est une autre question. Mais c'est sûr que ce que je décris, c'est pas tout le monde a développé une conception biologique de la vie. Il y a encore, mais c'est une évolution qui est en train de se dessiner lentement mais sûrement, qui fait en sorte que de plus en plus de personnes sont en train de normaliser, d'accepter des mesures qui sont de plus en plus liberticides comme allant de soi. Puis, évidemment, il y a des personnes pour qui la liberté continue à prévaloir comme valeur qui devrait être la plus importante. Puis, on voit dans le contexte actuel de la lutte contre les changements climatiques, il y a des gens qui, ouvertement, disent très clairement il va falloir qu'on commence à imposer un passeport carbone.
une Oui. passe carbone, donc on doit limiter le nombre de déplacements en avion parce que les avions, ça pollue, etc. Il y a des gens qui sont embarqués dans cette logique-là puis qui trouvent ça tout à fait normal. Puis en revanche, il y a aussi des individus qui disent un instant, là, il y a une ligne rouge qui est en train d'être franchie, ça ne fonctionne pas. Là. Je veux dire, c'est une chose de favoriser le transport en commun, mais pas au détriment de la voiture ou des autres moyens de transport, puis de faire sentir les gens qui ont des véhicules, des grosses voitures, souvent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait que c'est des rednecks, mais quand tu as 3 ou 4 enfants, tu ne te déplaces pas en petite hatchback compact. Là. Donc, tu sais, je pense qu'il y a encore une logique d'équilibre qui est présente, qui peut exister, mais le problème, c'est si graduellement cette conception biologique de la vie continue à empoisonner les esprits, bien, au final, ces gens-là vont former une majorité de la population. Et puis la minorité, comme toute minorité, va commencer à se taire de peur de perdre son emploi, d'être ostracisé, d'avoir à subir les conséquences de son refus. Et puis cette minorité-là va devenir membre d'une majorité silencieuse qui va en venir à accepter graduellement ces limitations-là comme étant normales, ou simplement ces gens-là vont les accepter de peur d'avoir un retour de son sur leur téléphone ou d'être suivis dans la rue ou de subir les conséquences de leur refus, de se faire priver d'une promotion parce qu'ils sont moindrement critiques par rapport à une question X ou Y. Et moi, c'est malheureusement ma crainte. Je suis peut-être un peu plus pessimiste de ce côté-là. Et lorsque je vois les jeunes, les 18-34 ans, les gens qui n'ont jamais vécu la guerre froide, moi, je me souviens de mes plus jeunes souvenirs d'enfance. C'était à la fin du mois d'août 91. L'école n'avait pas encore recommencé. Je me lève le matin, j'allume la télévision en me disant je vais écouter G.I. Joe ou n'importe quel comique à la télévision. Puis là, c'est à tous les postes de télévision, émission spéciale, il y a un coup d'État à Moscou. Puis là, tu vois des chars d'assaut. Puis moi, j'avais 11 ans à l'époque. Puis j'étais suffisamment grand pour savoir que ça, c'est les méchants. J'avais vu les Rambo. Ça, c'est les méchants, c'est les pas fins. Ils ont des armes nucléaires. Puis là, il y a un coup d'État, il y a des chars d'assaut dans la rue. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai quand même une part de moi-même, de mon existence, qui a grandi pendant cette période-là de la guerre froide, où on me répétait, pas à tous les jours, je n'étais pas brainwashé non plus, mais j'ai grandi dans un environnement où on me rappelait constamment que j'étais chanceux d'être né au Canada parce que ça me permettait d'être libre, contrairement à ces pauvres personnes-là dans le bloc soviétique qui elles, étaient opprimées puis pouvaient se faire arrêter à n'importe quel moment. Moi, j'ai cette conscience-là. Mais les 18-34 ans n'ont pas cette conscience-là. Là. Eux, ils ont grandi toute leur vie dans un monde où on leur a répété constamment le plus grand danger auquel vous pouvez être confronté, c'est la mort violente. Donc, le terrorisme. Le 11 septembre, là, ça a changé beaucoup de choses dans l'esprit des gens. Vous pouvez, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, vous pouvez mourir dans une explosion, vous pouvez être dans une fusillade, vous pouvez être poignardé par un individu mal intentionné. Puis après ça, la pandémie s'est ajoutée dans cette dynamique-là, les changements climatiques. Donc, c'est pas étonnant que les jeunes de 18-34 ans soient si pessimistes par rapport à leur avenir parce qu'ils ont constamment grandi dans un environnement qui était pessimiste de cette façon-là, où on leur laissait constamment croire, sous-entendre que leur vie était constamment menacée par des menaces X ou Y. Donc ça a un impact psychologique. Et puis si on a grandi toute notre vie dans un environnement comme celui-là, ben, c'est normal de se dire, ben, il faut être protégé. Et c'est la responsabilité première de l'État de tout faire en sorte de nous protéger, d'assurer notre sécurité. Puis malheureusement, ben, ces gens-là, un jour ou l'autre, vont en venir à former une majorité. Hein. C'est la vie, hein. C'est l'évolution démographique de n'importe quelle société. Et puis, moi, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas nécessairement optimiste par rapport à l'évolution du libéralisme au cours des 10, 15, 20 prochaines années. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va assister à une restriction toujours de plus en plus importante des libertés individuelles. En même temps, on sent que, puis on peut peut-être terminer là-dessus après, mais on sent quand même qu'il y a un début de... Tu
il y a peut-être 10 ans de ça, les leaders politiques qu'on voit émerger en ce moment et qui ont de la popularité ne pouvaient pas exister. C'est la privation de la liberté et l'expérience de privation de liberté qui a fait émerger autant de Vivek Ramaswamy, de Pierre Poilievre, de Javier Milei. C'est carrément ce qui explique son implication en politique, c'est la gestion de la pandémie, les confinements, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme sortis de l'ombre où on aurait. Tu sais, imaginez dans un contexte pré-pandémique, moi, je ne pense pas que Pierre Poilievre est chef des conservateurs. Moi, je pense qu'ils sont encore dans une dynamique où on essaie de se trouver un genre de faux libéral. Frank, je pense pas que Yann et Frank existent. Je pense pas qu'Yann et Frank existent non plus. Je pense pas. Il n'y a peut-être pas des billets du prof Caron non plus le mercredi soir. Tu sais, ce côté-là m'encourage plus que me décourage. Il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Ça me paraît, mais je suis d'accord avec toi sur la tendance de fond qui ne va certes pas dans le bon sens, surtout avec, comme tu le rappelles si bien à plusieurs endroits dans le livre, des gens qui ont des demandes pour ça. Par contre, dans le cas des changements climatiques, ce qui est problématique, c'est qu'il n'y a pas vraiment personne qui croit réellement, qui peut. Tu sais, on en a parlé souvent, mais c'est difficile pour eux d'aller vraiment de l'avant avec des micro-mesures. Tu sais, pendant la pandémie, on faisait croire aux gens, si tu ne portes pas un masque ou si tu ne te laves pas les mains, tu peux mourir. Là, personne n'est persuadé que s'il ne tombe pas le gazon au mois de mai ou s'il arrête d'utiliser des pesticides ou il met ses trucs dans le compostage, personne n'est persuadé que sa vie en dépend. Là. Donc, c'est très difficile d'imposer des mesures aussi liberticides que ça avec quelque chose qui est comme... Tu sais, c'est un peu éthéré pour les gens. C'est dans 100 ans, c'est un jour. Là, tu sais, on voit qu'ils sont un peu dans une fuite en avant. Ils essaient de faire des liens avec tous les phénomènes naturels qui se passent. Tout ce qui arrive est relié à ça tout le temps. Mais même les derniers sondages d'opinion, on en parlait, du moment que ça va le moindrement mal économiquement, les changements climatiques foutent le camp là, des priorités des Canadiens. Dernièrement, je pense qu'on est rendu à 5e position au Canada, là, derrière les finances personnelles, derrière l'inflation, derrière les soins de santé, l'éducation qui deviennent de plus en plus des problématiques auxquelles les gens se réfèrent. Fait que je partage une partie de ta négativité là-dessus, entre guillemets, mais je suis un peu optimiste aussi, que je vois pas comment ça peut coller autant qu'une pandémie. Non, je suis d'accord, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est la réaction contre des gens comme Pierre Poilievre, Milei en Argentine, Yann et Frank. Ces individus-là, c'est des négationnistes, des conspirationnistes. Je veux dire, la critique est très stigmatisante. Oui. Et pour certaines personnes, ça peut, je veux dire, être associé à des médias, entre guillemets, conspirationnistes. Ça peut être une espèce de suicide professionnel, là. Moi, je peux en parler. Vincent Geloso peut en parler aussi. Tout à fait. À partir du moment où on fait une entrevue avec Jeff Fillion à Radio X ou avec vous, on se coupe des bonnes personnes. Les appels, le téléphone cesse de sonner, là. Parce que automatiquement, on vient d'être identifié comme étant un ennemi. Et c'est ça un peu le problème lorsqu'on va émerger dans un état obsien, c'est qu'il n'y a plus de place, comme dans l'état lockéen, lorsque le débat c'est comment est-ce qu'on peut faire face à la menace de la façon la plus raisonnable, proportionnée possible. Donc, les gens vont être capables de s'asseoir ensemble, de discuter en réalisant que la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est une personne qui souhaite aussi préserver les libertés individuelles. C'est juste qu'elle a une approche différente de la nôtre. Mais on s'entend, on parle de la même chose. Donc, au final, on peut être en désaccord, mais lorsque le débat a cessé, on est capable au moins de réaliser que ce n'est pas notre ennemi. C'est simplement une personne qui partage notre conception de la vie, mais qui a juste une vision différente de la nôtre. Puis, mais de nos jours, dans une conception obsienne, la vie, c'est sans compromis. On n'en a qu'une seule. Donc, si les individus ont l'impression que leur interlocuteur en face d'eux, c'est une personne qui, par ses actions, menace leur vie, il n'y a aucun compromis possible qui peut être fait avec cette personne-là. Cette personne-là doit être traitée comme un ennemi, comme un pestiféré. C'est une personne à abattre, à envoyer en prison
s'il le faut. Tu faisais état d'un sondage, un Canadien sur 5 qui aurait été en faveur d'envoyer les récalcitrants au vaccin dans des prisons, dans des espèces de goulags. Tu sais, c'est ça aussi, c'est la dynamique oppositionnelle que le monde d'aujourd'hui crée. Puis on le voit très bien, une personne qui se pose des questions légitimes sur les changements climatiques. Est-ce que l'homme a réellement un impact si important sur les changements climatiques? Conspirationniste, négationniste, cette personne-là est dangereuse, elle doit être mise à l'index. Et c'est peut-être ce qui explique mon pessimisme, c'est qu'il n'y a plus de discussion possible. Les opposants sont stigmatisés, sont traités comme des pestiférés, doivent être mis à l'écart, en prison s'il le faut. Et ça, il y a aussi sur le plan politique cette capacité de pouvoir un jour se réunir autour de la même table puis avoir des débats, des oppositions, sans pour autant finir par se garrocher la vaisselle par la tête. Ça, pour moi, c'est problématique. Et lorsque l'option des bien-pensants va en venir à réellement s'imposer comme formant la majorité, pour moi, très rapidement, les gens qui vont s'opposer à ces individus-là, les membres de la minorité, beaucoup d'entre eux vont rendre les armes, vont se fondre dans le moule parce qu'ils vont être conscients que le prix à payer pour s'opposer va être beaucoup, beaucoup trop élevé à payer. C'est un grand désavantage pour les gens qui ont une philosophie un peu plus proche de celle de Locke, dans le sens que le débat est possible dans cette situation-là. Comme un peu tu dis, on a une conception différente de les moyens à utiliser pour arriver à nos fins, mais en bout de ligne, on croit tous qu'on peut débattre, on croit tous qu'on peut... Qu'au final, on agit tous dans le sens de la liberté. Tu sais, sauf que l'adversaire, de son côté, la fin justifie les moyens. Lui, c'est... Tu es considéré comme un ennemi, on doit t'abattre, on doit te... Ouais. On n'est pas en Russie, donc c'est pas on doit t'abattre physiquement, mais on doit te faire perdre ton travail. Ouais. On doit te démotiver à créer ton podcast. On doit te donner une sale réputation, te caricaturer à l'extrême. Tu sais, peut-être un exemple, les accommodements raisonnables. C'est une question de liberté de religion. Oui. Lorsqu'un individu a une demande à formuler, ben, les gens s'assoient. Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu demandes? D'accord, c'est de porter un kirpan à l'école, par exemple. Bon, ben, tu es conscient que c'est un couteau, c'est une lame, que ça peut potentiellement être une arme meurtrière, ça peut être utilisé contre d'autres enfants. Donc, dans les écoles, il faut s'assurer qu'il y a un environnement qui soit pas menaçant pour les autres enfants. Donc, mais dans un contexte comme celui-ci, on est capable, il y a un dialogue. Bon, puis on essaie de trouver un compromis. Et c'est ce que les tribunaux ont toujours essayé de faire, trouver un compromis qui va permettre à la fois, si c'est possible, évidemment, de permettre à l'enfant de pouvoir croire à sa liberté de religion, mais d'une façon qui ne remettra pas en question la sécurité d'autrui. Donc, au final, il va y avoir des désaccords, mais à la fin, l'idée, c'est de trouver un compromis qui va être, dans la mesure où c'est possible, de satisfaire tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un esprit de dialogue, puis ça, c'est fondamental en démocratie. Mais si la question qui est au cœur du débat, c'est « ce que tu fais, ça peut causer ma mort », ben, il n'y a plus de compromis possible. Je juge que ce que tu fais me menace personnellement, ben, il n'y a pas de compromis à faire sur la vie. Tu es une menace, point à la ligne. L'État doit imposer les mesures les plus sévères à ton encontre. On déporte. Oui. Et là, c'est là où il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Les lignes rouges peuvent être facilement franchies. Et lorsqu'une majorité de gens pensent qu'effectivement, c'est la vie qui est la valeur suprême, bien là, on se rend compte, étonnamment, à notre plus grand désarroi, que les gens, ils applaudissent ce genre de mesures-là qui sont absolument exagérées, ridicules, comme le filtre à café, puis le couvre-feu entre 8 heures le soir puis 6 heures le matin, c'est quoi? Le virus ne circule pas dans le jour, il circule juste la nuit. Oui, il était plus dangereux le dimanche aussi. En passant, il fallait fermer le commerce le dimanche. Le dimanche, le virus, c'était comme sa grosse journée. C'était sa grosse journée. Mais tu sais, à posteriori, on se rend compte à quel point c'est ridicule. Mais sur le moment, les gens, ils applaudissaient ces mesures-là. Ça allait de soi. Ils n'avaient plus de limites. Et c'est pour ça, c'est cet esprit-là démocratique qui est complètement perverti, qui mène des individus à être incapables de faire des compromis, puis en revanche, à être prêts à imposer les mesures les plus sévères à l'encontre des personnes qui jugent comme étant une menace pour leur vie. Et puis, on parle ici, tu sais,
par exemple, le terrorisme aux États-Unis, après le 11 septembre, ça a été principalement les personnes musulmanes qui ont été visées par les Oui. mesures de restriction dans les aéroports. Mais on a plus de chances de se faire frapper par la foudre que de mourir dans une attaque terroriste. Le risque est quasiment inexistant. Mais dans l'esprit des gens, même si le risque était quasiment inexistant, il était là. Et puis, ça justifiait toutes les mesures les plus folles. Et là, très, très rapidement, il y a une espèce d'irrationalité qui prend le pas. Puis les gens viennent à exagérer constamment toutes les menaces. Et puis, ils s'en rendent même pas compte. Et ça les amène à adopter, à demander des mesures qui sont complètement disproportionnées. Puis ils s'en rendent même plus compte. C'est ça, c'est cet esprit de disproportion qui, puis encore une fois, on ne s'en rend pas compte. Puis j'espère que le livre va au moins faire réaliser ça à certaines personnes, que c'est important, là, faire en sorte d'avoir des mesures qui vont nous empêcher de mourir assassinés par n'importe quel fou dans la rue, là. Il faut qu'on vive dans une société qui est la plus pacifique possible. Mais il faut le faire d'une façon qui est proportionnée, d'une manière qui est responsable, qui ne sombre pas dans l'irrationnel, qui ne va pas monter en épingle des menaces qui certes existent, mais dont le risque est quasiment nul. En Grande-Bretagne, des sondages ont été faits, puis les gens, à un certain moment, pensaient que le taux de mortalité du COVID, c'était 5 % de la population. 5 % des gens affectés par le virus mouraient. On réalise maintenant que ce n'était pas ça du tout. Mais c'est ça le danger. C'est sombrer dans cette irrationalité-là, qu'à tout moment, si je vais au restaurant ce soir, il y a des bonnes chances que je puisse me faire poignarder par un fondamentaliste religieux. Que si je prends l'avion la semaine prochaine, il y a des bonnes chances qu'il puisse y avoir une bombe dans la soute à bagages puis que je puisse mourir. Que là, il y a une pneumonie là, chinoise là, qui semble se dessiner à l'horizon. Puis si j'ai des enfants qui l'attrapent, il y a des bonnes chances qu'ils vont peut-être en mourir. Quand on sombre dans une mentalité comme celle-là, là, il n'y a plus de discussion possible. C'est l'irrationalité qui mène à l'imposition des mesures, comme je disais, les plus rocambolesques, les plus stupides. Absolument. Écoute, on rappelle le titre, Homo Superstes, le coup politique de la vie à tout prix. C'est disponible aux presses de l'Université Laval avec le lien qui est au bas de l'écran présentement. Donc, ils l'ont, je pense, en format électronique et en format papier, qui est quand même un petit format qui se traîne très bien. Ça se lit vite aussi. C'est pas un livre c'est un livre qui a beaucoup d'éléments, mais qui est très facile à lire. Ça se trouve aussi de ce que tu nous disais dans les Archambault, Renaud-Bré, potentiellement. Si vous êtes dans la région de Québec, c'est la librairie La Liberté aussi, je crois, qui a le livre en stock. Donc, normalement, vous êtes capable de le trouver. Puis je vous le dis, des livres qui ont fait le bilan de ce qui s'est passé dans une perspective historico-philosophique avec des références, une analyse, outre que le simple rappel des faits quotidiens puis le petit bout de la lorgnette, là, il n'y en a pas 32, il y en a pas mal un, puis c'est celui-là. Fait que si vous voulez faire une réflexion, puis je pense que on n'a pas le luxe de ne pas le faire. Parce que ce qui s'est passé dans les dernières années, là, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Il y a beaucoup de gens que vous connaissez qui ont envie de prendre le tapis, mettre ça en dessous, puis piler un petit peu là-dessus. Là. Faire comme si jamais t'es arrivé, tout est oublié, tout est pardonné, comme dirait quelqu'un. Mais je pense pas que c'est la manière de faire si on veut progresser individuellement et socialement. Fait que, merci, Jean-François, d'avoir été là pour ces deux segments-là sur ton livre. Je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement que faire ça. Là. Ça m'a fait plaisir. Yes, merci, Jeff. Joyeux Noël à tout le monde, puis j'espère que le Père Noël, et non l'être humain de Noël, a amené à toutes et à tous de merveilleux cadeaux sous le magnifique sapin de Noël. Yes.